Et bienvenue dans cette nouvelle émission, c'est François, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, nous allons parler crypto actifs, actifs numériques, NFT, tokenisation, Web3. Un gros programme et je ne suis pas seul. Et on est même trois aujourd'hui, donc j'ai deux invités qui sont sur le même projet, c'est les mêmes porteurs de projet. On va en parler évidemment parce que c'est un super projet et on va parler, parce que ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait d'émission crypto, j'en avais fait une cet été sur justement les erreurs à ne pas faire euh, pour un investisseur crypto sur le prochain potentiel bull run à venir. Donc je vous invite vraiment à aller écouter si ça n'a pas été fait, parce que c'était cet été, donc c'est normal, il y a des gens qui sont en vacances. Et aujourd'hui, beaucoup de choses à dire. On va parler du marché dans sa globalité, on va parler de compliance, on va parler du marché des NFT, de la sécurisation, de la tokenisation, des security tokens, des protocoles de certification, puisque c'est le projet, entre autres, de mes invités aujourd'hui. Donc, avant d'aller un petit peu plus loin, je les laisse se présenter. Donc, messieurs, dites-nous tout. Qui êtes-vous? Que faites-vous? Salut François, déjà merci de nous recevoir ici. Donc moi je suis Antoine Sarraute, je suis l'un des cofondateurs du protocole Wakweli, un mot swahili qui veut dire ceux qui disent la vérité et qui Ok. est un protocole de certification universelle qui se destine à certifier les assets dans le Web3 et sécuriser cet écosystème pour le moment avant de certifier les assets dans le monde réel. Et je Ok, suis magnifique. avec Chaban, mon cofondateur. Donc, moi, Chaban Chamé, merci François pour l'invitation et ta présentation, Antoine. Je suis entrepreneur depuis 13 ans maintenant. Je suis fondateur de l'entreprise Everdreamsoft. Je me suis focalisé au niveau business sur la blockchain depuis 2015. Donc, on a commencé comme un game jeu studio de jeu. On crée jeux mobiles pour continuer dans le jeu, mais aussi travailler sur les infrastructures décentralisées et blockchain. Et avec Antoine et d'autres membres de l'équipe, on a identifié vraiment le besoin autour des problématiques de scam et contrefaçon, d'où l'envie en fait de créer un protocole pour lutter contre ça, parce que c'est vraiment un besoin euh, qui est là et qui a besoin d'être résolu. Oui, je confirme, je ne te le fais pas dire. Ok, bah, magnifique, merci pour cette présentation. On va parler, donc, comme vous le dites, de Proof of Democracy, donc de POD. Et avant de revenir sur votre projet, on va parler du marché, beaucoup de sujets importants à aborder. Petite parenthèse, je le dis de suite, parce que s'il y en a certains qui ne vont pas jusqu'au bout de l'émission, pour ceux qui voudraient finalement faire partie de l'aventure de Wakwoli et indirectement investir chez vous, c'est possible parce que vous êtes en sale en ce moment. Et on va mettre tout le détail dans la description pour ceux qui veulent vous soutenir et investir chez vous. On va revenir sur le sujet, on parlera un petit peu après de votre sale en ce moment. Donc voilà, fermez la parenthèse, on en reviendra dessus après, on n'en dit pas plus. On va commencer, alors je ne sais pas par quoi commencer du coup, parce qu'il y a tellement de choses à dire en ce moment. Comment vous vous sentez, vous, porteur de projet, sur le marché des cryptos en fin 2023? Comment vous voyez 2024? Comme on dit dans le milieu, on build in bear market, donc on va construire quand même pendant les phases où tout le monde s'en fout, où les investisseurs se sont retirés du marché, pour que bah, quand ça va revenir, tout est cyclique, on ait quelque chose de très solide. Donc dites-nous tout, c'est toujours très intéressant d'avoir les propos en direct des porteurs du projet en ce moment même, surtout que ça a augmenté dernièrement. Bah écoute, tu nous piques la réplique, voilà, le bear market, c'est time to build, comme on dit. Donc avec le projet pour lequel on est en sell, comme tu l'as noté, on a levé un peu plus de 2 millions de dollars maintenant, ce qui nous a permis de build pendant le bear market ce protocole de Ouais. certification qu'on vient d'ouvrir là, d'ailleurs la semaine dernière en alpha privé à une centaine de personnes. Donc on est en train de commencer la certification mainnet avec pour l'instant cette optique de détection des bugs, d'affiner la game théorie du protocole avec la communauté. Donc voilà, c'est live. Et pour nous, c'est top de pouvoir se positionner en tant qu'acteur qui aide à sécuriser le Web3. Après cette vague, du coup, on a vu beaucoup de tentatives de scam avec 2021, les Bored Ape, etc. Et où il y a eu, depuis quelques mois,
plus d'une année, même maintenant, cette purge de tous les projets où Hmm. les gens qui n'avaient pas un vrai fondamental, qui étaient là pour faire une opération, ont un peu disparu et il y a les projets avec un gros fondamental qui restent, quoi. Donc, nous, on est dans ce terrain-là et on a build du coup pour la prochaine vague. Parce que pour nous, les NFT, au-delà du digital art et des bulles qu'on a pu voir avec les PFP, c'est la technologie du titre de propriété digitale du futur. Et Ouais, c'est la transition entre le titre de propriété physique vers le titre de propriété digitale. C'est le même type de transition que ce qu'on a vécu entre le courrier physique et le courrier digital avec les emails. Il y a tous les spammers qui sont arrivés, c'est des d'ordre de ah bah bien sûr, c'est tout le manipulation marché, oui. pour scammer les utilisateurs. Et c'est ce qui va se passer là avec les digital assets, parce qu'on parle de tokenized assets. Donc, c'est des parts d'entreprise, des parts d'immeubles real estate, des commodities, gold, oil tokenisés. Et dans 6 ans, c'est 16 000 milliards de dollars de marché. Et en fait, il faut un système qui scale pour protéger tout ça. Donc, c'est ce qu'on est en train de monter avec Quali. Et donc, pour ma part, j'ajouterais, donc tu demandais comment c'est d'être dans un marché comme ça. Pour moi, c'est la deuxième bulle que je vis. Donc, grosse montée 2018 et puis après, correction massive qui fait Oui, très mal à tout l'écosystème. Si je reviens sur cette bulle vers 2017, on a eu tout le monde a commencé à créer des white papers, faire des ouais, c'était ICO la bulle des ICO surtout, ouais. Ouais. et avec des projets, on va dire boiteux, mais aller rapidement à faire un white paper permettait de lever des millions. Et beaucoup se sont cassés la figure après. Ça n'a pas été simple pour tout le monde, mais nous, en fait, on se focalise vraiment sur les fondamentaux et c'est ça qui est important. Donc, on ne suit pas la vague, on lance pas quelque Bien chose, sûr. les hype, mais on va vraiment regarder quelle est la vision fondamentale et on exécute dessus. Et quand la vision est suffisamment forte, on peut survivre en fait aux hivers. Et c'est ça, et c'est en effet une opportunité. Bien sûr, c'est moins la belle vie que tout Ah le oui, monde. oui, je suis le premier impacté aussi. Bah, et comment vous voyez 2024 du coup? Sans forcément donner un prix pour le bitcoin, comment vous voyez l'évolution dans les mois à venir? Qui englobe beaucoup de choses, hein. C'est à la fois l'institutionnalisation, c'est de la compliance, c'est aussi, même le marché, hors crypto, en termes d'equity, de macroéconomie. Comment vous voyez la chose? Il y a beaucoup de questions en même temps, mais Ah, alors pour moi, on rentre en phase de consolidation, toujours à post-bulle. On a atteint, je pense, cette phase qui se répète jusque-là, où on a d'abord un temps un peu calme, mais légèrement haussier. Et je pense qu'on rentre un mmh, peu dans cette phase-là avec, comme tu l'as dit, les institutionnels qui ont la possibilité de rentrer, une sorte de folie qui s'est un peu tassée, où on a vraiment des fondamentaux qui rentrent et qui font, on va dire, croître le token normalement. Donc pour moi, si je devais donner une prédiction météo, c'est vraiment un peu cette phase de consolidation où ça monte tranquillement jusqu'à ce qu'il y ait potentiellement une étincelle qui mette de nouveau le mmh, feu aux poudres. Ouais, de mon côté, je trouve que, on commence à voir des signaux positifs de plus en plus nombreux qui arrivent, un ouais, regain d'intérêt de la part du public. Le halving qui arrive aussi commence à oui, être bien sûr. bien présent dans les C'est mentalités. important quand même, oui. Et au niveau des NFT par rapport aux cryptos de base, je pense on vit les choses un peu en décalé, un peu comme c'était le cas en 2017 avec toutes les Oui, ICO qui se sont montées. Il y a eu une perte de réputation. Enfin, on s'est dit, ah, qu'est-ce que c'est, toutes ces cryptos qui se lancent, c'est pas régulé, c'est du scam, et c'est retombé. Et on voit aujourd'hui que c'est complètement remonté. Enfin, il y a toutes les banques qui s'y intéressent, qui font des expériences de leur côté. On parle même de de monnaie numérique émise par les banques centrales, quoi, un truc qui bien était sûr. complètement inenvisageable il y a quelques années. Et pour nous, les NFT, le titre de propriété, c'est la même technologie. Donc on voit ça arriver et se populariser
à court terme. Et on n'est pas les seuls à le voir, puisque même des grands cabinets d'études type Boston Consulting Group, qui ont fait des études sur les assets tokenisés pendant le bear market, ils estiment ce chiffre que j'ai sorti tout à l'heure, les 16 000 millions de dollars dans 6 ans en 2030. Et c'est même leur highly conservative decision, quoi. C'est écrit dans leur étude. Ils disent que voilà, ils veulent pas trop s'engager, mais qu'ils pensent que dans le best case scénario, ça monte même à 68 Ouais. 68 Bon, ils veulent millions. pas se mouiller la chemise, mais ils y vont quand même, quoi. Ouais, donc, puis ça, c'est vraiment une étude de gens qui sont pas de crypto-natifs, qui sont en mode vraiment, c'est quoi ce type de propriété digitale et ce qui va se passer, et qui ont fait une étude dans le bear market, là où c'était déjà quand même vachement retombé, quoi. Ouais. Donc, c'est un très bon signe Bien sûr, optimiste, bien sûr. et qui est entendu par les acteurs traditionnels également. Après, il y a aussi des Deuxième. news assez folles. Enfin, déjà, il y a les ETF qui vont arriver. La vraie question, ça sera quand. Il y a en France, oui, depuis quelques semaines, c'est très récent, mais il y a eu les premières banques qui ont eu l'UPSAN, même l'agrément, la Société Générale, Crédit Agricole. Donc, c'est vraiment porteur avec des potentiels qui sont assez exceptionnels. Donc, clairement. Et donc, normalement, l'année 2024 sera effectivement plus belle que 2023, même si la phrase était très belle. Je crois que c'est Chaban qui l'a dit, c'est-à-dire que c'est calme, mais il y a une croissance. C'est-à-dire que c'est le début de l'exponentiel, c'est un peu ça. C'est-à-dire que tu as la phase euphorique qui est à la fin, donc c'est la fin de l'exponentiel quand ça explose, mais le début de l'exponentiel, ça paraît lent, c'est calme, mais on est en croissance quand même. Donc je pense que c'est exactement ça. Mais ceci dit, pour les investisseurs, ça semble logique ce que je veux dire, mais il faut quand même normalement, sur le papier, investir avant. Et c'est justement en période de crise, et quel que soit le marché, hein, c'est le cas pour tout, hein, l'immobilier, l'equity, c'est quand ça a redescendu, quand la bulle a explosé, qu'idéalement, faudrait investir. Faudrait investir maintenant et pas attendre. Alors, si après, il y a différentes visions, et là, c'est plutôt d'un point de vue vraiment investisseur. Il y en a certains qui vont attendre des vraies confirmations, là, on parle même d'analyse technique, mais euh, si on veut se positionner, c'est plutôt maintenant que 2024 ou 2025 si on est sur une explosion et des prix qui ont déjà flambé. Enfin, je pense que vous serez d'accord par rapport à ça. Et alors pour revenir juste même sur votre projet finalement, je le dis à chaque fois, mais là je l'avais oublié de le dire, mais c'est sûr que les projets, même moi que je mets en avant, c'est des projets dans lesquels je crois et ou même dans lesquels j'investis. Et j'en fais peu, mais j'en fais bien. Je crois que cette année, je te l'avais dit, même Antoine, je crois que j'en avais fait que 3 des sales. Là, vous êtes techniquement la quatrième. Euh, voilà, pour les investisseurs, s'il y en a vraiment une étiquette et la casquette de l'investisseur, ce serait maintenant qu'il faudra investir finalement, j'ai envie de dire tout simplement. Est-ce que vous pouvez dire un petit mot aussi sur la partie compliance? Alors, même si vous n'êtes pas ici les experts compliance du sujet, en plus, bon, il y a aussi l'aspect où vous n'êtes pas, enfin, vous êtes en Suisse, mais est-ce que peut-être un petit mot sur MiCA, donc au niveau européen, et aussi sur votre fonctionnement, parce que là, vous êtes en transition un peu particulier, parce que je sais qu'il y a une partie association sur la partie open source et aussi l'entreprise qui, elle, va avoir le développement du protocole. Est-ce que vous pouvez me parler un peu des deux sujets, s'il vous plaît? Ouais, peut-être on commençait du coup sur petit avis Mika, donc Petit avis, Mika, commençons par ça. ouais, externe, on va dire. Enfin, moi, je suis parisien de base, mais j'ai bougé en Suisse pour le développement du protocole, et on est basé à Genève, donc on est un peu hors scope sur ça. Moi, Mika, enfin, je le vois comme une réponse à ce besoin de régulation qui est un vrai besoin. Je trouve l'approche, par contre, un peu dure. Savoir que c'est une autoroute pour récupérer les grosses boîtes, les Binance et compagnie, qui s'installent en Europe. Mais je trouve qu'au niveau de l'entrepreneuriat individuel, demander des agréments qui finissent par coûter des centaines de milliers d'euros Ah oui, en coûts légaux, c'est un petit peu tuer l'innovation, et c'est pas trop dans la notion Startup Nation. Donc je suis un peu oui, je mitigé suis tout par à fait rapport à d'accord ça. avec toi. Mm. Voilà, mais sans avoir un avis beaucoup plus profond sur les tenants aboutissants. Enfin, vu que là, je suis pas en train de monter un projet en France Ouais, directement. ouais. Mais avant peut-être de donner la parole à Chaban, mais je suis tout à fait d'accord avec toi là-dessus. Et j'ai eu une conférence, enfin j'ai donné une conférence il n'y a pas longtemps, c'était donc au Salon Patrimonia, donc Salon des professionnels de la gestion de patrimoine en France. Et on a abordé notamment le sujet Mika, et c'est clairement ça. C'est-à-dire que fut un temps, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, mais 2020, 2021, c'était possible d'avoir pour
n'importe quel porteur de projet from scratch, j'ai envie de dire, vraiment des petits entrepreneurs comme on l'est hein, tous ici. Je suis bien placé pour le savoir parce qu'on avait commencé à faire la demande d'UPSAN, c'était en 2021. Et c'était tout à fait possible. Alors même si ça coûte cher, mais c'était possible. Mais là, aujourd'hui, c'est mission impossible pour quelqu'un qui commence de zéro. C'est-à-dire que clairement et c'est une volonté. C'est-à-dire que déjà, ça coûte un bras et ils ont durci le la chose. Bon ça, c'est encore un autre problème, mais ils s'en cachent même pas. C'est-à-dire que même les personnes au sein de l'AMF, ils le disent, c'est-à-dire que c'est fait aujourd'hui pour que ça soit les institutions, les banques, qui puissent l'avoir. Et comme tu l'as très bien dit, ça tue l'innovation, malheureusement, parce que là, clairement, si tu peux pas l'avoir, tu peux pas faire ton projet. Mais si tu peux pas faire avancer ton projet tant que tu l'as pas, ça n'a pas de sens. C'est le serpent qui se mord la queue. Et plus le coût que ça représente, le temps et le coût que ça représente. Là, on est clairement sur des choses qui coûtent énormément d'argent et c'est quasiment mission impossible de l'avoir, en plus en temps et en heure. Voilà, ça c'était pour mon avis, je vous redonne la parole. Bah, oui, vas-y, Chaban, je t'en prie. Ouais, c'est vraiment triste ce que vous dites, mais c'est la réalité des choses. Il y a, si je dois un peu comparer, ou disons, mon expérience ici en Suisse pour, pour ce qui est des cryptos, ici, on a la chance d'avoir une régulation qui est plutôt pragmatique et plutôt en faveur des entreprises. Donc, même les impôts et autres ou les régulateurs. Donc, leur but, c'est de protéger les consommateurs, mais ils sont à l'écoute des problématiques et puis on est dans une discussion un peu one-to-one pour chaque projet. Bien Mmh. sûr, c'est compliqué de trouver une règle qui fonctionne pour tout le monde. Ah oui, c'est le principe de l'innovation, oui. Et, et en fait, ce risque, autant la SEC que MiCA, en fait, sont en train de tuer l'innovation, comme vous l'avez dit, et en fait, de donner la possibilité à d'autres pays, qui peut être une bonne chose, hein, à d'autres pays d'émerger sur le paysage. Et surtout quand je prends l'exemple des États-Unis, les États-Unis, ça a toujours été un endroit où les lois étaient très libérales et du coup, grâce à ça, ils ont pu se créer un vivier d'innovation parce qu'en fait, on peut très facilement de Mmh. manière libre, faire ce qu'on veut, enfin créer comme on veut aux États-Unis. Et en fait, je suis assez surpris que sur vraiment le côté crypto, ils sont vraiment intransigeants et je pense qu'ils sont en train de clairement perdre leur hégémonie Ah, je euh, suis d'accord. par rapport à d'autres endroits comme Singapour En ou Asie, clairement. Non, mais c'est exactement ça. C'est ce que je pensais dire d'ailleurs, c'est-à-dire que bizarrement, même historiquement, là, les États-Unis sont dans le flou. Ce qui est bizarre, parce qu'autant, comme tu dis, bon, ils mettent des lois libérales, mais au moins, il y a une loi, c'est carré et on n'est pas dans le brouillard. Mais là, ils sont dans le flou. C'est-à-dire que même il y a des entrepreneurs américains sortent des US, enfin pour ceux qui sont dans le marché crypto et Web3, pour aller voir ailleurs. Ce qui n'a historiquement jamais été fait. C'est juste qu'ils sont dans le flou et quand on est dans le flou, ben, on ne peut pas avancer. Même des fois, il vaut mieux avoir serré la vis, hein, j'ai envie de dire comme la France, mais au moins c'est clair. Tu sais ce que tu as le droit de faire, tu as le droit de pas faire. Mais là, ils savent pas et du coup, ils vont voir ailleurs. Donc c'est un peu bizarre effectivement les US en ce moment sur la partie crypto. Ouais, et pour faire un parallèle là avec la Suisse, où on est quand même plus dans le dialogue, il se passe des choses assez intéressantes, notamment toi, Chaban, quand tu avais sorti les premières cartes Space of Genesis sur Bitcoin en 2015, tu les avais vendues et c'était quelque chose qui n'existait pas, quelque chose de tout à fait nouveau. Et Mhm. c'était l'occasion de dialoguer directement avec les institutions pour voir comment est-ce qu'on faisait Ouais. pour tout gérer. Et là, aujourd'hui, sur Wakwali, donc monter un nouveau protocole de certification, voilà, avec un jeton d'utilité puissant et des tonnes d'enjeux autour. On a fait une consultation avec l'administration fiscale cantonale pour leur expliquer exactement ce qu'on était en train de faire. Et on a une réponse de leur côté. Et le dialogue existe avec les institutions, quoi, ce qui est quelque chose quand même de super pour le projet et pour les valeurs qu'ils portent, quoi, d'être un protocole universel de certification. Donc, il faut connecter avec les institutions. Et ça, je pense que c'est une très bonne opportunité de le faire en Suisse pour ces raisons-là également, quoi. Mmh.
Ouais, et d'ailleurs, c'est très surprenant. Enfin, on a vraiment expliqué tout notre business model à l'administration fiscale et on a eu on va dire une bénédiction. En tout cas, ils ont vraiment analysé au fond et puis ils ont, euh, ils ont été dans notre sens. Et ça c'est vraiment une grande Bah, chance on en se sent fait qu'on a. soutenu dans ce qu'on fait, quoi. C'est un peu farfelu, quoi. Et ça fait plaisir. Ouais. Oui, parce que c'est extrêmement compliqué. Il faut se dire que quand on est régulateur ou qu'on est un peu en dehors, qu'on nous explique un peu tous ces tokenomics, je me mets à leur place, Mm. c'est pas évident, quoi. Ah bah bien sûr, bien sûr. Bah, c'était un peu notre cas aussi, c'est-à-dire que bon, ils font leur travail, c'est très bien. Après, malheureusement, bah, déjà par le principe, l'innovation va plus vite que la régulation, hein, ça c'est évident. Mais il y avait bah, cette situation où finalement c'était plutôt nous, d'un point de vue technique, technologique, qui expliquions ce que ça représentait sur notre projet. Et du coup, c'était les personnes en face qui devaient nous réguler, mais c'était nous qui leur expliquions comment ça fonctionnait. C'était un peu bizarre. C'était en plus, c'était très, très long, mais on les avait régulièrement au téléphone. Évidemment, plus le fait qu'il y avait une partie des équipes qui étaient parties entre-temps et justement qui s'étaient fait embaucher par les différents projets crypto, français parce que, ils avaient besoin de quelqu'un, un insider qui soit dedans, et qui soit, vraiment au plus proche du projet. Donc c'est très particulier. Mais bon, la Suisse aussi, j'imagine, alors je connais pas, je maîtrise pas le sujet, mais c'est différent et il y a une approche qui est différente, ça c'est sûr. Est-ce que vous pouvez revenir du coup sur le sujet, enfin revenir, parce qu'on l'a pas abordé, sur votre façon de faire, enfin votre transition sur l'association, sur l'entreprise? Voilà, donc Wakwali, dans son essence, on a toujours voulu le monter comme un protocole ouvert, voilà, où c'est la communauté qui prend les décisions de modification du framework de certification. Et l'idée, c'était ben, de l'incuber au sein d'Everdreamsoft, donc le studio de jeux vidéo de Chaban, pour le détacher dans une fondation directement. Et pour financer le projet, ben, on a fait cette token sale, du coup, qui est localisée dans une entité budgétaire d'Everdreamsoft, mais sur lequel ben, tous les travaux autour de Wakwali sont budgétés, les gens timesheet, le temps qu'ils passent dessus. Donc c'est OK. complètement avec le marché qui a changé et les conseils qu'on a eus, il s'avère que la fondation n'est pas quelque chose de très flexible, où par exemple, on ne peut pas changer l'objet de la fondation pendant plus de 10 ans, il y a énormément de contrôle sur toutes Ouais. les transactions sortantes. Je crois qu'on a un protocole où il y a des transactions tout le temps, quoi. C'était pas le bon modèle, donc on nous a conseillé d'aller plus vers un modèle d'association. Et avec l'association aussi, on a des limitations sur ce qu'on peut faire bah, d'un point de vue commercial pour attaquer le développement d'un point de vue marketing, d'un point de vue communication du protocole. Donc là, maintenant qu'on a développé l'alpha, qu'il y a un produit qu'on peut toucher, quoi, et que la communauté commence à le tester, c'est l'heure bah, de structurer ça différemment, donc de sortir l'entité budgétaire de Everdreamsoft et de mettre dans une association, donc avec ce côté open source, avec le token, avec la communauté qui prend les décisions dans l'association, et de faire à côté une entreprise donc de développement d'un point de vue commercial du protocole, Ouais. où là, du coup, on propose des services à des entreprises qui ne comprennent pas ben, comment fonctionne Wakoy, quoi. Une boîte typiquement les Gucci, Balenciaga, Prada, etc., qui veut sortir des expériences avec des NFT. Ce qu'ils veulent, c'est qu'il n'y ait pas d'IP infringement, qu'on protège leur IP, qu'on débunk les scams et qu'on s'en occupe dans la durée, quoi. Ils ne vont pas aller acheter du Waku pour faire des demandes de certificats en connectant leur wallet, en signant des transactions. Ouais, c'est évident. L'idée du coup ben, de l'angle commercial, c'est de proposer ce service de requester as a service, où nous on leur dit non, non, bah, pour un fixed fee, nous on détecte les collections qu'il faut valider, on débunk les scams, on envoie des lettres cease and desist aux personnes qui font des trucs en plus pour faire dans la durée, et on fait une veille au quotidien dans un modèle for profit. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que dans Wakwali, c'est la communauté qui fait la certification des assets. Donc, même s'il y a une activité commerciale pour le debunking de scam, la détection, en fait, la principale chose qu'il y a dans les enveloppes tarifaires, c'est de racheter des tokens sur le marché secondaire, OK. donc faire travailler le protocole pour loquer ces tokens dans les demandes de certificats et que ce soit la communauté qui travaille. Donc, avec cette optique mixte, en fait, l'activité commerciale de l'entreprise fait qu'on développe le protocole, fait que le protocole gagne dans sa réputation, dans la confiance qu'il donne à la communauté en général. Ça devient plus grand, il y a plus de marques qui veulent s'y intéresser, il y a plus d'activités commerciales, il y a plus de rachats de tokens.
En fait, avec ce modèle, on a une activité commerciale qui ne pollue pas les valeurs du protocole avec des intérêts personnels qu'on peut avoir avec les ventes d'equity à des investors, par exemple, côté boîte. Ce qui était un point très important pour nous, de ne pas gêner l'expansion du protocole. C'est super pertinent, bien sûr. Et voilà, donc le côté token et private sale, il est rattaché à l'association. Et là, l'idée aussi, c'est sur le prochain tiers de vente qu'on va faire sur 2,4 millions, là, sur la phase stratégique générale, qui est dans nos tokenomics, c'est de la coupler à des deals token plus equity avec des investisseurs qui voudraient pouvoir se placer sur la valeur equity, parce que voilà, pas tout le monde, notamment les traditionnels en Suisse, qui sont Oui, je chauds pour confirme. partir sur du token. Donc voilà, d'avoir une boîte plus tangible avec un business model commercial qui est peut-être plus simple à comprendre dans les valeurs du Web 2, ça nous paraît un bon mix du coup. Puis pour les onboarder aussi sur du equity plus token, c'est le bon véhicule. Donc c'est ce qu'on est en train de préparer là tout de suite maintenant. Voilà, c'est des discussions avec des avocats, c'est Ouais, ouais, l'IP, où est-ce qu'elle va, comment on fait, etc. Voilà, donc ça prend un peu plus de temps que ce qu'on aimerait, mais ça toujours. avance bien et je pense qu'on a vraiment touché un bon modèle, qu'on a challengé à pas mal de profils différents et on a la bonne équation, je pense. Ouais, ouais. Mm. Ouais, ouais, j'ai jamais vu de projet qui était en avance sur sa roadmap. Mais c'est sur la techno et sur le légal, qui sont les 2 points les plus problématiques généralement. OK, bah, merci pour, ce point, protocole, c'est super intéressant, très pertinent dans tous les cas par rapport à ce que ça représente vous, votre projet. On a parlé scam, on a parlé, NFT rapidement. J'aimerais bien aller un peu plus en profondeur. Il y a eu la bulle des NFT en 2021. Alors il y a NFT, NFT. Je crois que tout au début, tu as fait un enchaînement, Will Quick, tu as parlé scam, Bored Ape, littéralement dans la même phrase. Heu, là, il y a beaucoup de projets, qui sont en train de se construire, notamment, ça je partage de temps en temps parce que j'aime beaucoup le projet aussi et j'ai investi de temps, par exemple, sur les vins, sur les grands crus, sur les spiritueux avec, Interstellar justement qui adosse des bouteilles sur des NFT. Ça reste un exemple parmi tant d'autres, mais comment vous voyez la chose? Est-ce il va y avoir aussi une nouvelle bulle des NFT, mais cette fois, ils seront legit? Est-ce que vous avez des histoires de scam à raconter? Comment vous mettez aussi entre tout ça? Parce que là, ça intéresse énormément de monde justement, parce qu'il y a eu des gens qui ont spéculé sur à la fois du Bored Ape, il y en a qui sont, convaincus par le principe, du NFT, enfin de la tokenisation de l'actif numérique unique. Voilà, dites-nous tout parce que là, clairement, c'est, votre domaine d'expertise. Oui, alors, donc nous, on est dans le business du NFT depuis 2015. Et en 2015, personne ne connaissait, c'était avant la sortie même d'Ethereum. Ah oui, Et, oui, ouais, ça c'est sûr, ouais. à ce moment-là, personne n'y croyait. Enfin, c'est pas que personne n'y croyait, mais personne ne comprenait en fait les enjeux et les intérêts, à part une poignée d'irréductibles innovateurs, on va dire. Ensuite, ça s'est développé un petit peu et puis la valeur ajoutée a été comprise. Parce qu'au début, au tout début, au niveau de notre jeu, lorsqu'on disait on, on- on donne la pleine propriété aux gens, Oui, les, les autres studios nous disaient ouais, mais nous, ça ne nous intéresse pas parce qu'un objet digital, un objet de jeu, on aimerait pouvoir le revendre plusieurs fois. Et si on a un marché secondaire où les gens se revendent, bah, nous, on perd des ventes. Mais quand on regarde le monde physique, dans le monde physique, lorsqu'on achète quelque chose, par exemple un CD de musique ou quelque chose à l'ancienne, on en a la propriété, on peut le prêter à sa sœur, on peut le revendre dans une brocante, etc. Et ce qui n'existe pas dans le monde digital. Et quand on regarde dans le monde physique, généralement, les gens sont prêts à payer plus d'argent si ils en ont la pleine propriété, quand bien même ils ne le revendent pas après, ils sont prêts à payer plus d'argent. Donc ça, au début, c'était assez mal compris et puis on a pas mal évangélisé là-dessus. Et puis, à un moment donné, ça a commencé à prendre. Et ça a commencé à prendre au niveau spéculatif. Donc, ouais, les gens ont commencé à payer assez cher. Et puis, il y a eu comme une impression que ça va augmenter
à l'infini. Donc, quoi qu'on fasse, on achète parce que forcément, ça va augmenter. La réalité du marché a fait ses preuves. Et en effet, on ne peut pas faire tourner la planche à billets de manière illimitée. À un moment donné, ça éclate et c'était complètement prévisible. C'est parce que c'était complètement irrationnel. Et à ce moment-là, il y avait encore même beaucoup de détracteurs du NFT. Donc, il y avait Oui, beaucoup de spéculateurs et beaucoup de détracteurs. Des détracteurs disaient c'est des choses qui n'ont aucune valeur. Les gens payent des sommes colossales pour quelque chose qui n'a pas de valeur. Et donc, on a les haters, les spéculateurs. Et en fait, le fondement était et est toujours mal compris. Qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, pourquoi est-ce qu'avoir un certificat transparent est intéressant. C'est encore mal compris en fait, et les cas d'usage intéressants sont très peu nombreux par rapport à tout le bruit oui, qu'il a causé. Et si je prends l'exemple des Bored Apes, encore une fois, et Bored Apes, on a eu énormément de copies, donc des chameaux, des lamas, des tortues, tout ce qu'on veut. On a Mm. juste copié le modèle Ouais, bien sûr. parce que c'était rentable. Si on regarde Bored Apes, ils ont quand même un fondamental intéressant, c'est qu'ils ont été un peu les premiers à amener cette idée derrière. Il y a une vraie, on va dire, imagination créative, alors que les autres ont juste copié. Donc, là, eux, ils ont encore une valeur intrinsèque, et certains autres projets, assez peu, ont une valeur intrinsèque, et donc une valeur qui résiduelle. Et ça, les gens le comprendront à mesure du temps et à mesure que des vrais projets vont émerger. Mm, mm, mm. Et du coup, ce qui se passe, c'est que beaucoup de ces détracteurs existent aujourd'hui, et ils sont prouvés dans le sens où ils peuvent dire on vous l'avait dit, ça ne vaut rien. Euh, et en fait, on est dans cette position-là. Et en fait, il y a un moment où les gens vont comprendre. Et au niveau de la sécurité, on a besoin de faire maturer l'écosystème avec des projets qui ont des fondements plus solides et avec une meilleure sécurité, avec une protection des propriétés intellectuelles, parce que tout le monde peut minter n'importe quoi. Oui, Et en fait, on a besoin, alors on pourrait donc dire on a besoin de régulation. Alors certes, mais c'est assez difficilement compatible, les régulations des pays, avec la création à la vitesse d'Internet. Parce que des gens anonymes partout sur la planète peuvent créer. Et du coup, quelles oui, sont les règles de copyright qu'on va intégrer à gauche ou à droite? C'est extrêmement compliqué. Et une des solutions voilà, sur laquelle on travaille par rapport à ça, c'est Wakweli. C'est qu'en fait, c'est une sorte alors je ne vais pas dire une nouvelle régulation, mais c'est un système de consensus de la communauté Internet sur qu'est-ce qui est du vrai, qu'est-ce qui est du faux, qu'est-ce qui est une tentative d'arnaque, et qu'est-ce qui est sécurisé. Et c'est vraiment très, très nouveau comme approche. Et c'est vraiment très, très excitant en fait à imaginer. Mm, mm, mm. Ok, non, mais c'est passionnant. Ouais, ouais, ok. Pour revenir un peu à parce que tu parlais d'Interstellar, moi Ouais, j'ai rencontré l'équipe là, NFT Biarritz, ouais, l'été. Je ok, trouve super. très bien ce qu'ils font, et je trouve que, enfin, en fait, le cas d'utilisation des NFT dans leur cas fait complètement sens. En fait, du coup, ce qu'ils font, c'est ils te donnent des NFT pour, des bouteilles de vin, mais que tu dois consommer, dans, plusieurs années, quoi. Et en ayant ça, du coup, tu ton titre que tu peux échanger contre ta Ouais, bouteille, quand tu as envie. plus d'autres choses qui vont aussi derrière. Tu as des Ouais. droits de visite, des droits de. Tu as plein de choses qui vont derrière avec le NFT. Ouais. Donc, ils enrichissent, ce NFT avec ces droits en plus. Mais voilà, eux, là, tu as l'assurance que tes bouteilles, elles sont bien stockées, tu vas pas les mettre chez toi dans des mauvaises conditions. Et peut-être que les temps changent, etc., et que tu veux les céder. Et en cédant ton NFT à quelqu'un d'autre, tu as la garantie pour la personne d'après qu'il a été conservé dans de bonnes conditions. Et ça prend pas de place chez toi. Enfin, je trouve que ça fait sens.
de manière simple. Non, C'est non, un clairement. projet qui a bien compris l'utilité. Et, et oui, on parlait de true ownership sur ces assets. Enfin, moi, ma vision sur les NFT, c'est que toutes les licences informatiques que tu as, par exemple, pour des jeux vidéo ou pour des musiques, etc., ça devrait être sous forme de NFT. Parce qu'en fait, si tu fais un Oui, parallèle avec les bibliothèques de musique iTunes qu'on avait il y a quelques années, bon, maintenant c'est tout en streaming, donc c'est plus trop le cas, mais on avait des cas où il y avait des gens en Amérique qui avaient des bibliothèques musicales qui valaient des dizaines de milliers de dollars, voilà, sur leur iTunes. Et puis, à un moment, ils décèdent. Et qu'est-ce qui se passe? Du coup, ton compte, il est à toi. En fait, oui, tu alors croyais que que tu tu avais l'as de la musique, payé, tu as une donc ouais. licence d'utilisation, et ton fils, en fait, il va pas hériter de ta bibliothèque musicale, quoi. Alors que quand tu avais ton armoire de CD, de vinyle, Ouais, même il si y ça avait perdait un petit peu de valeur pour certains, mais au moins là, c'était vraiment à toi. Ouais. et le truc, c'est que les prix sont les mêmes. Donc, quand les gens achètent des articles numériques ou des articles physiques, même là, on peut parler du PS Store ou du Nintendo Store, par exemple. Enfin, c'est de la folie. C'est des choses que tu payes des fois plus cher parce que, entre Ouais. guillemets, tu payes le fait de ne pas bouger tes fesses jusqu'à la Fnac pour aller l'acheter, ce qui a de la valeur. Oui. Mais tu peux pas le prêter, tu peux pas le revendre, déjà. Ça, c'est de manière Bah, évidente. c'est même des fois plus cher parce que autant le CD, il peut se retrouver en promo au fin fond d'un bac, en solde, autant sur l'iTunes, il va peut-être baisser un petit peu, mais pas énormément, quoi. Ouais, il y a aussi des promos sur le digital, hein, Ouais, sur les stores. il y a de ça aussi, mais il y a des promos sur le physique. Et enfin, moi, quand j'achète un gros RPG où je vais y passer une centaine d'heures et tout, enfin, je me dis que c'est sympa si je peux le passer, parce que je vais jamais y rejouer, quoi. Ou alors dans Bah 5 oui, ans, c'est ça. de le passer à un ami pour qu'il le fasse aussi, c'est quelque chose de cool. Et je pense que c'est un lien qui a été pas mal perdu avec ce type de propriétés digitaux. Et si je peux envoyer, je dis, je te prête mon jeu, hop, TX, je t'envoie sur ton wallet et tu peux y jouer. Bah voilà. Il y a un équilibre très très sympa en fait avec la blockchain, c'est que ce qui est numérique est infini, duplicable à l'infini, Ouais. et ce qui pose un problème dans la question de prêter, posséder, etc. Et si on a un système qui est trop permissif, c'est-à-dire que je peux prêter à la planète entière de manière instantanée, du coup, là, il y a un vrai problème parce qu'il suffit qu'un petit nombre achète pour que tout le monde puisse en profiter. Mais avec la blockchain, si on a nos jeux qui sont dans des wallets, on est obligé si on décide de les prêter à quelqu'un de confiance pour être sûr qu'il va nous le rendre. On ne peut pas Ouais, oui, bien sûr. anonymement envoyer notre token à n'importe qui sur Internet, ce qui est très proche de ce qui se fait dans le monde physique. Dans le monde physique, si j'ai quelque chose de valeur que je prête à un ami, je sais que cet ami, je vais le revoir et qu'il va me le rendre parce que je peux lui mettre Normalement. C'est une vrai. pression au pire. Et en fait, la blockchain permet d'émuler ça de la même façon où on peut prêter, mais dans un cercle de confiance, et puis on peut vendre de manière élargie à la planète entière. Non, OK, super, magnifique. Est-ce que, bon, là, on a cité un exemple, on commençait par vous, mais, Interstellar. Est-ce que vous, alors sans que ça tombe dans un conseil en investissement et évidemment vous prêchez pour votre paroisse, mais, les NFT, qu'est-ce qu'il faudrait regarder pour investir? La pertinence, le projet, comme on l'a dit au début, s'il y a bien un moment peut-être sur lequel il faut investir, c'est plutôt en ce moment. Pour quelqu'un qui voudrait se repositionner sur les NFT et qui ne sait pas trop quoi faire, ou peut-être qu'il a vu la bulle, qu'il a jamais investi, il n'a pas encore de NFT, qu'est-ce que qu'est-ce que vous pourriez dire à un profil comme ça? Alors moi, ce que je dirais, c'est regarder les fondamentaux. Est-ce que le projet est une énième imitation d'un autre? Est-ce qu'il y a une vision forte derrière? Généralement, c'est ces projets-là qui perdurent. Il y a le fait d'avoir une roadmap, ce que tout le monde fait un peu, mais est-ce que c'est une roadmap copier-coller ou une sorte de choses que tout le monde fait, ou est-ce qu'il y a un élément qu'ils amènent en plus, Mmh, euh, ou une vision spéciale ou particulière, artistiquement mmh, ou techniquement, ça peut être vraiment dans beaucoup de choses, mais on sent ce qui a de la valeur et ce qui va prendre.
c'est les projets qui qui ont envie d'amener quelque chose à leur public et qui n'est pas juste un énième Bah, copier-coller. après, pour faire un peu l'avocat du diable, tu me diras ce que tu en penses, mais sur le principe, on peut copier quelque chose et le faire beaucoup mieux. Même souvent, dans l'innovation, c'est pas les premiers qui vont avoir le marché. On regarde même la bulle internet il y a 25 ans. Heu, ça peut être le 3e, 4e, le 5e qui arrive, qui fait plus ou moins la même chose, mais il le fait beaucoup mieux. Il le fait avec une dream team, il le fait, peut-être un positionnement légèrement différent, mais il va pouvoir copier ou s'inspirer de ce qui a déjà été fait. Qu'est-ce que tu en penses? Alors oui, oui et non. Alors je dirais un peu la différence dans le NFT, c'est que il y a une certaine valeur patrimoniale et historique, ce qu'il n'y a pas dans la technologie, parce que la technologie, elle est disruptée. Exact, oui. Donc tu vas pas utiliser l'ancien, je sais pas, Hotmail par rapport à un nouveau Google, par exemple, tu vas utiliser ce qui est le plus pratique pour toi. Dans ce qui est un peu art et collectible, il y a la question aussi, certes, il y en a qui sont venus après et qui sont mieux, mais il y a un côté collection, il y a un côté antiquité, rareté, etc. Euh, avec ton argument, donc j'ai dit oui et non. Oui, en effet, ceux qui vont finir par prendre le marché, ce sont ceux qui exécutent très bien. Mais ça peut se voir aussi sur un projet. Est-ce qu'on est sur un énième copier-coller avec plutôt, on va dire, de la vantardise, ou est-ce qu'on peut le voir qu'il y a une exécution inspiré, donc baser les choses qui se font bien, mais avec des choses en plus, une meilleure exécution, voilà, un marketing. Alors, il faut se méfier du marketing, mais on va dire plutôt un fondement de marketing Oui. plus solide. Ouais, je pense un truc tout bête, faire des parallèles avec le monde réel. En fait, on se sent un peu dans un univers digital quand on parle de NFT, mais au même titre que est-ce qu'on fait confiance à un projet, à une startup qui se lance pour être là, pour les soutenir, contribuer avec eux, peut-être mettre du love money, etc. Ouais. Il faut vérifier si l'équipe est là, est bien, c'est quoi son track record, c'est quoi les documents qu'ils partagent, c'est quoi le business plan, c'est quoi les perspectives. Et se poser ce type de questions et voilà, analyser, faire ses propres recherches et voir si c'est quelque chose qui a du fondamental, Mmh, qui peut mmh, mmh. je pense que ça s'applique tout à fait, ben, au projet NFT, au projet blockchain également. Et pour ce qui est du digital art, bah, au même titre que les artistes dans le monde réel, encore une fois, c'est quoi la vision de l'artiste? C'est quoi son travail? Est-ce que j'ai envie de le soutenir? Est-ce que je pense que cet artiste, il fait que commencer et que ça va devenir quelqu'un d'incroyable? C'est des questions qu'on peut se poser dans le monde digital, pareil que dans le monde réel, en fait. Donc juste de pas tomber dans le piège de se dire oh là là, ce truc, il y a des choses qui se vendent, je vais en acheter moi aussi, parce que ça peut être Mmh. complètement simulé, quoi. Et là, avec les outils technologiques, ben, voir une courbe monter, c'est quelque chose qui peut se fake assez Mm. facilement, quoi. Avec du faux trading volume, des gens qui se Bien rachètent sûr, bah, ça, dans tous les sens. Donc il faut, on pourrait tous le faire en plus, oui. ouais, donc faut prendre le temps de l'analyse et se poser les bonnes questions et sortir la tête Alors de après, ouais, je l'imaginaire. suis tout à fait d'accord, et c'est une très bonne réponse. Hem, on est quand même d'accord que dans le milieu de la crypto, surtout que moi, là, avec ma casquette de business angel en equity aussi depuis des années, je maîtrise aussi le truc. La hype, est quand même beaucoup plus présente, dans de la crypto que, de la fondamentale. Enfin, le fondamental ou forcément si on le compare à la bourse ou, ça va pas être du tout la même analyse. Il faudrait plus regarder, l'analyse technique, la hype, puis ensuite le fondamental, presque sur la crypto. Même si, dans le sens inverse, on peut très bien aussi avoir un projet extraordinaire, que tout le monde s'en fout et le token n'augmente pas. Enfin bref, tu peux avoir les 2 cas aussi, ou le shitcoin qui va exploser. Ben, on est dans les mêmes cas qu'avec la bulle .com dans la Silicon Valley, hein, où à l'époque, si tu changeais le nom de ta boîte et que tu rajoutais .com à l'intérieur, tu faisais Oui, 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 bah, oui, bien exploser sûr. le marché, quoi. Donc je pense qu'il y a des exemples à tirer de ce côté-là aussi. Ouais, ouais, se méfier du FOMO de la hype, ce qui fait du bruit, plutôt pour Ah, c'est ce plus qui a pour l'air l'aspect solide. spéculatif, ouais, on va dire. Et en fait, je pense qu'il y a un parallèle assez simple à faire, c'est que
moi, ce que je vois, c'est que les projets blockchain, NFT sont très jeunes. Donc, si on compare ceux, par exemple, du gaming, si je prends ça, les projets gaming sont beaucoup plus matures et ils ont une approche, on va dire, beaucoup plus, on va dire, posée. Et en fait, c'est de regarder en fait les projets qui ont une approche, on va dire, professionnelle de l'ancien monde. Et ça, c'est surtout pendant les bulles professionnelles de l'ancien monde où on voit qu'ils ont compris quelque chose. Euh, et esquiver ceux qui sont purement de la hype, mais qui, si ça devait être un projet non blockchain, ne prendraient jamais, par exemple. Mm. Si on enlève cet élément blockchain, est-ce que la façon dont le projet est structuré, la boîte est structurée, fonctionnerait dans un univers non blockchain? Si la Mm. réponse est oui, je pense qu'on est sur un gagnant. Ouais, non, mais effectivement, non, il faudrait regarder si c'était une version Web 2 déjà, ce que ça pourrait donner versus une version Web 3. Mais c'est complexe, c'est sûr, c'est complexe. Après, encore une fois, il y a l'investisseur long terme, il y a le spéculateur qui veut vendre au listing et qui est pas content parce que son token n'a pas pris de la valeur alors que c'est un utility token. Enfin, il y a tellement de profils différents aussi sur les différents marchés que c'est compliqué de donner une réponse toute faite par rapport à ça. Mais en tout cas, merci, c'était super intéressant sur l'aspect conseil des NFT, en tout cas parce que je pense que c'est votre rôle aussi de faire réaliser qu'il faut faire attention sur ce marché. Est-ce que, alors on va parler un petit peu de tokenisation. Je sais qu'il y a des investisseurs crypto et d'autres non qui écoutent cette émission. Il y a un peu de tout, il y a beaucoup d'investisseurs immobiliers. J'ai très, 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 très souvent la question sur la tokenisation de l'immobilier. En même temps, j'ai écrit un livre sur le sujet, donc c'est normal. Et est-ce que vous avez un sujet sur la question? Est-ce que vous avez des choses, des insights à nous partager sur la tokenisation au sens large et peut-être aussi un petit peu sur le marché de l'immo? Alors la tokenisation au sens large et qui prend un très bon exemple dans le secteur de l'immobilier. Je pense que c'est les avantages du NFT où on a un titre de propriété qui est facilement émettable, transmissible, en limitant les intermédiaires, ce qui permet du coup d'obtenir des fractions d'immeubles beaucoup plus petites que ce que tu aurais si tu devais passer devant le notaire pour authentifier des actes voilà, d'une manière plus traditionnelle. Donc ça permet de faire des parts immobilières avec des toutes petites valeurs de l'ordre de 10, 100, 1000 euros Ouais. et de débloquer des scénarios super avec la technologie, comme par exemple le paiement automatique d'un loyer en crypto au prorata des parts de tous les titres blockchain. Donc je pense que l'immobilier, c'est vraiment un secteur qui va boom au niveau de la tokenisation des assets. Après, voilà, si pour ceux qui ont investi dans les projets qui existent déjà, type Realty, etc., je pense qu'il y a aussi tout ce travail de dire, est-ce que c'est le bon token qu'on achète, de faire de la due diligence, de vérifier est-ce que il est bien lié au projet, c'est pas une fausse plateforme, c'est pas un faux smart contract, et tout. Et Ouais, c'est un ouais, ouais. travail de do your own research et de due diligence qu'on fait tous, enfin, même avant d'acheter du NFT classique, quoi. On passe facilement une demi-heure, une heure, voire plus, à faire des analyses. Et le but de Wakoli, c'est justement que tous les gens de la communauté qui savent faire ces analyses puissent participer, puissent partager les résultats de leurs recherches et visibiliser cette certification des assets, voilà, avec un badge de confiance qu'on voit instantanément, qui permettent aux autres de faire moins de travail de due diligence en se disant quelqu'un de la communauté a verrouillé de la valeur dans cette analyse, donc je peux build la confiance par-dessus. Est-ce que vous me permettez d'aller dans les zones philosophiques? Je crois qu'Antoine Ah bah, bien exactement, connaît tout bien à fait, hein. Je l'histoire ne déjà. peux que valider. Euh, pour moi, j'aime bien comparer l'invention d'Internet à l'invention de l'écriture. Donc, l'invention de l'écriture a permis de transmettre l'information à travers le temps et l'espace. Internet permet de le faire, mais de manière instantanée. Ce qui a changé beaucoup de choses dans l'humanité. Et j'aime bien comparer l'invention de la blockchain à l'invention de la mathématique. Parce que pour pouvoir faire des mathématiques, il nous faut l'écriture.
Et en fait, la mathématique nous a permis de vivre dans des villes plus grandes. Parce que avant ça, les propriétés étaient réglées dans l'esprit des gens. Donc, on vivait en 14, des tribus, 14 personnes, on savait exactement quoi appartient à qui. Et avec l'écriture, en fait, on a pu consigner les propriétés de chacun dans un livre. Et ça nous permet de vivre dans une ville sans avoir à savoir exactement à qui appartient le building, telle ou telle chose, parce que tout est consigné. Et si on applique ça maintenant, la tokenisation, donc l'utilisation de la blockchain, donc encore aujourd'hui, on consigne les propriétés dans des livres, mais c'est extrêmement lent. C'est extrêmement lent et c'est extrêmement cher si on veut faire une modification. Maintenant, on transpose ça à la vitesse d'Internet. On peut transposer les échanges à la vitesse d'Internet. Et en fait, en transposant les échanges à la vitesse d'Internet, ça nous permet en fait de vivre, je dirais, dans des villes encore plus grandes ou plutôt même dans un cyberespace où on peut interagir avec des interlocuteurs extrêmement lointains. Donc, par exemple, je pourrais acheter une place de parking juste avant de me parquer. Juste avant de me parquer, j'achète une place de parking et puis dès que je quitte la place de parking, je peux par exemple la vendre immédiatement à quelqu'un qui habiterait à Hong Kong, par exemple, qui lui les achète au Oui. moment où elles sont plus basses et les revend. Donc en fait, on a une vitesse de transaction qui nous permet en fait de nous connecter en termes d'échange et d'êtres humains à des distances beaucoup plus lointaines. Et on peut même, par exemple, complètement automatiser ça. Ça pourrait être notre voiture elle-même qui achète, qui loue les places de parking. Donc, ce futur-là, pour moi, il vient. Là, on est en train de le construire. Donc, tout comme l'écriture a complètement changé on va dire, l'humanité, Internet et la blockchain est en train de changer des choses. Et ce futur vient, et puis nous, ce qu'on fait, c'est qu'on amène notre brique, c'est celle de la confiance. Parce que si on prend, par exemple, le notaire, c'est lui qui va garantir, en fait, que l'écriture dans le livre Oui, c'est ça. Oui. est correcte. Mais c'est très long et c'est très cher. Et en fait, une des briques pour la construction de ce futur qu'on fait avec Wakweli, c'est justement de pouvoir aussi faire un peu cette notarisation à la vitesse d'Internet, à la vitesse de la communauté, pour protéger un certain nombre de choses. Ce qui ne nous affranchit pas d'avoir des grosses entités de confiance, par exemple pour du terrain ou pour des immeubles, mais pour beaucoup de choses, petites choses qu'on veut notariser, un notaire, c'est superflu, et puis Wakweli est une solution à ça aussi. Ok, non, t'es très, très perspicace. Je suis tout à fait d'accord avec toi sur la partie philo et la partie historique. Finalement, est-ce que tu veux ajouter quelque chose, Antoine, là-dessus? Ouais, j'adore quand Shaban nous fait des retours philosophiques. Non, non, mais dans mon livre aussi, il y a une partie sur la philosophie de la blockchain, donc je ne peux que valider. Moi, je pense que quelque chose de très important là-dedans, c'est la clarté et avoir un endroit où, quand tu te poses la question de est-ce que c'est la chose légitime que j'achète, avoir une manière simple de pouvoir baser ta décision, quoi. Et c'est ce qu'on construit avec Wakwali. Un endroit où tu peux voir les résultats des analyses de la communauté, où tu peux créer le débat et si jamais il y a besoin de dire ah mais est-ce que les licences d'utilisation sont les bonnes, est-ce que ça va durer dans le temps, est-ce que ce projet est le bon ou pas, d'avoir un Ouais, protocole qui rassemble tout le monde et créer de la précédence, créer de la traçabilité, montrer que ces discussions ont eu lieu en fait et pouvoir plus tard si les situations changent, s'il y a des problèmes, si ça structure différemment, avoir un historique des échanges de tout le monde qui ont eu lieu autour de est-ce que c'est legit or not, cet asset en particulier. Donc c'est on top of that qu'on monte Wakwali, quoi. magnifique. Ok. On va, on va peut-être clôturer bientôt cette superbe émission. Est-ce que vous pouvez nous parler
2 minutes de votre sale actuellement. Et on va peut-être conclure ensuite sur la partie peut-être scam, fraude pour boucler finalement le sujet sur le protocole de certification et le proof of democracy. Donc, je vous laisse parler quelques secondes de sale. Donc, donnez-nous des chiffres, des dates, tout ce qu'il faut savoir. Je vous rappelle qu'on mettra un petit formulaire dans la description, parce que là, je pense qu'en plus, ça a donné envie à beaucoup de vous rejoindre sur le projet. Dites-nous tout. Alors voilà, on a parlé de la sale et des montants qu'on a déjà levés. Donc on a clôturé un premier round de levée de 1,1 million en tokens sur la fin de l'année dernière, qu'on a annoncé en début d'année, qui est led par Summit Gravity en France et Funfair Venture au Royaume-Uni, plus des business angels et de la love money, Ouais. ce qui nous a permis de bien commencer. Et on a ouvert un round complémentaire là, de 3,9 millions, scindé en deux parties, 1,5 million et 2,4 millions. Et on est actuellement dans ce round de 1,5 million qui s'appelle la Strategic Early. Vous pourrez retrouver tout ça dans nos docs de tokenomics sur les liens que tu vas Ouais. indiquer. Ce round, il est plein à 60%. Donc, on a un peu plus de 900 000 qui sont déjà rentrés à l'intérieur, d'où le chiffre de 2 millions. Donc, il reste 600 000 à l'intérieur. Donc, on est en private sale, donc voilà, sur validation des profils. Mais en ce moment, il y a aussi la community sale, donc sur une partie de cette enveloppe qui est en cours, donc sur lequel il y a la plateforme. Donc, il y a deux moyens, en fait. Vous pouvez passer par la community sale pour des petits montants, mais si vous êtes intéressé pour une enveloppe plus conséquente, parler plus en profondeur avec la team, on peut vous ouvrir un lien sur la private sale générale au-delà de cette community sale. Et donc là, c'est sur le strategic early et sur le round strategic général de 2,4 millions qui reste. C'est là où on compte proposer les deals token plus equity aux investors plus traditionnels par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur Ouais. la structuration qui est en cours. Donc voilà, c'est quelque chose qui est live. Au niveau Super. des timings, c'est jusqu'à ce que la location soit finie sur la strategic Bien early. sûr. Ouais. Mais ça sera peut-être amené à changer par rapport à la finalisation de la structure de la boîte et des deals equity qui vont arriver. Voilà, donc à horizon de quelques mois. Ok, super. Bah, dans tous les cas, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, parce que je pense qu'il y en aura peut-être. On va essayer d'y répondre rapidement. Après, nous, on est très transparent sur tout ce qui se passe au niveau de Wakwali d'après l'ADN du protocole. Donc, tous les documents sont disponibles. Il y a le white paper, il y a le deck, il y a le Tokenomics white pager. Donc, n'hésitez pas à les regarder. Et si vous avez des questions, à venir en discuter avec la commu Ouais. sur Discord ou avec nous aussi. On est Ah, dispo. c'est ça. Pas de faux mots, mais ne tardez pas si vous, vous voulez rentrer chez Wakwali. Et Euh, aussi, une autre façon de rentrer, comme l'a dit Antoine, c'est de rejoindre notre Discord parce que sur- si le proof of democracy, le fait de certifier oui, via il y a besoin de personnes. voilà, en fait, c'est vraiment démocratique dans ce sens-là. Et on a besoin de toutes les perspectives pour savoir en fait qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux. Parce qu'il y a des scams qui sont très facilement identifiables, mais il y a d'autres choses qui sont un peu plus complexes en termes de propriété intellectuelle. Est-ce que c'est de l'inspiration? Est-ce que c'est de la copie? Est-ce que du coup c'est une Mhm. arnaque ou pas? Et ça, la richesse du protocole, c'est vraiment la diversité d'opinions et du coup le consensus derrière. Tout à fait. Il ne faut pas qu'on soit seul dans notre entre-soi avec les fondateurs et la team ici à décider de c'est quoi qui est legit, c'est quoi qui l'est pas. C'est vraiment un effort Oui, parce global. une démocratie à 5 personnes, c'est plutôt du fascisme, mais ça fonctionne aussi, hein. Et également, c'est pour ça que avec la commune, dans les débats qu'on fait, on organise très régulièrement des airdrops. Là, il y a l'alpha qui est en cours avec une centaine de personnes, avec un tableau de reward qui est assez élevé. En fait, l'objectif aussi est de disperser le token supply du token pour qu'un peu tout le monde, tous les types de profils, qu'importe où ils soient dans le monde, puissent avoir accès à ce token-là aussi, pas forcément avec le médium de la sale. Ouais. Donc voilà, c'est une occasion de contribuer au protocole à tous les niveaux, de rejoindre la communauté, et principalement sur Discord pour tous nous rassembler, quoi. Très bien. Bah, je pense que ça a été très clair là-dessus. Évidemment, il y aura tout ce qu'il faut dans la description. S'il y a des questions, il ne faut pas hésiter.
Et bah, très, très, très beau projet, messieurs. Donc bravo pour ça. Petite conclusion, je vous laisse la parole sur sur le principe de la fraude, du scam et Ouais. pour rejoindre, sur Wakweli. En fait, dans l'ADN de Wakouli et de pourquoi on l'a monté, c'est parce qu'avec le jeu Spells of Genesis, donc, qui a été monté par Shaban, dont il nous a parlé depuis 2015, on a eu beaucoup de problèmes avec les scammers. Et le constat, c'est que les systèmes actuels de protection, ils fonctionnent pas. Enfin, ce qu'on a, c'est par exemple le badge de certification sur les marketplaces, comme le Blue Badge sur OpenSea. La réalité du terrain, c'est que le Blue Badge, on n'a pas le droit de le demander si on n'a pas au moins 75 Ethers de volume sur sa collection. Donc, c'est plus de 100 000 euros. Donc, exit tous les petits artistes. Et nous, on est allé voir les petits artistes dès qu'ils commencent à avoir de l'attraction, et ils vont tous te le dire. Les copycats arrivent, ils font right click and save, ils modifient un peu l'image, ils créent une fausse collection avec deux espaces, avec un S à la fin, faux volume, Ouais, ils le ouais, mettent en dessous du marché et ils arnaquent les nouveaux utilisateurs, qui souvent sont les utilisateurs du Web 2 qui font confiance aux artistes pour les onboarder. Ah, NFT, je connais pas trop, mais je fais confiance à cet artiste. bien sûr. Donc, c'est pas possible en fait de laisser l'écosystème dans cet état-là pour le futur de titre de propriété digitale. Et en fait, pourquoi est-ce qu'il y a cette limitation autour des plateformes avec, voilà, si vous n'avez pas 75 hectares de volume? C'est parce que ça scale pas. Parce que c'est pas 10 ou 100 personnes dans une équipe de compliance quelque part dans le monde qu'il faut. C'est un marché de 16 000 milliards de dollars dans 6 ans. En fait, c'est des dizaines de milliers de personnes qu'il faut. Il faut que ce soit toute la communauté qui gère ça. Il faut créer une raison pour que toute la communauté se rassemble autour d'un incentive à dire la vérité. Et c'est ça l'objectif de Wakwali. C'est de créer un système complètement décentralisé qui crée un incentive à dire la vérité avec de la game theory. Donc, c'est un nouveau protocole comparable à Bitcoin et à Ether dans son essence. Donc, Ouais, ouais, Bitcoin ouais. a Proof of Work, Ether Proof of Stake maintenant, et Wakwali, Proof of Democracy. Donc c'est ça l'ADN, et on a besoin, comme dit Chaban, de tout le monde pour participer à la certification, pour participer à la définition du protocole. Et là, on est encore early. Donc, si ça vous intéresse et que ça résonne avec vous, vraiment, rejoignez le Ouais. projet. Venez à... En tout cas, Venez c'est bien vendu, c'est bien vendu. Si vous croyez en la démocratie, la vraie, je valide les propos. Et peut-être le mot pour la fin pour Chaban. Alors, je vais d'abord parler du mot démocratie. On a pas mal réfléchi à quel est le bon nom pour le protocole, parce que démocratie résonne bien dans certains pays et puis d'autres un peu moins bien. Et Ouais, ouais, c'est pas faux. en donnant des coups de sonde, est-ce que ça avait une connotation positive ou négative? Il se trouve dans les pays, on va dire, un peu moins démocratiques, le mot, c'est que c'est quelque chose de positif, mais ils n'y croient pas et que ça ne marche pas, en fait. Oui, 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 oui. Hmm. C'est un peu de la poudre aux yeux. Mais pour nous, en fait, il y a le mot en lui-même, mais en fait, ce qu'on veut en extraire, c'est l'essence. Et l'essence, c'est un système de consensus. Et ça, c'est pas des choses qui arrivent très souvent, des nouveaux systèmes de consensus. Je dirais, c'est un peu comme la sortie de Bitcoin au début, la Ouais, sortie d'Ethereum au début. C'est pas un protocole comme les autres, plus rapide et moins cher, où on paye moins de gaz, par exemple. C'est vraiment un système différent pour pouvoir mettre les gens d'accord et récompenser en fait ceux qui disent la vérité, comme Antoine en a parlé au début. Et en fait, c'est ça, si je compare le génie du Bitcoin, c'est d'avoir trouvé un système qui permet de récompenser les gens qui travaillent pour le réseau, pour sécuriser les réseaux, et qui rend en fait le mensonge ou la tricherie non rentable. Et c'est clair qu'au départ, c'est assez abstrait. On se dit est-ce que ça peut vraiment marcher? Mais une fois que c'est établi, les utilisations sont vraiment, vraiment larges. Euh, et si on prend Ether, par exemple, quand ils ont commencé, ils avaient quelques idées de qu'est-ce qu'on pourrait faire avec des smart contracts. Et si on se projette à l'époque, mais tout semblait encore un peu fou. Et oui. les utilisations d'Ether aujourd'hui, Ethereum, il y a plein de choses auxquelles les gens n'avaient pas pensé et qui fonctionnent aujourd'hui. Et pour Wakweli, c'est un peu la même idée. C'est que dès le Bah, moment heureusement que ça fonctionne comme ça d'ailleurs. Ouais.
qu'on valide le concept, en fait, on est au début de quelque chose d'assez fantastique. Donc, je comparerais ça un peu à participer dans Ethereum à ses débuts, participer à Bitcoin à ses débuts. On va rester sur cette phrase, c'est assez fantastique. Donc, merci pour votre travail, messieurs. Et on se dit à très vite pour une prochaine émission. Merci François de nous avoir reçus. Merci. À très Ciao. vite.